Et si deux des plus grandes économies d'Asie entraient en guerre à propos de quelques petites îles perdues au milieu de l'océan? Ces îles sont petites et inhabitées. Alors pourquoi se battre pour elles? Vous voyez, le détail clé ici concerne leur emplacement stratégique et les ressources potentielles qu'elles recèlent. Dans cette vidéo, nous allons donc explorer comment la Chine et le Japon, sans doute les plus grandes économies d'Asie, se disputent ces îles et pourquoi elles pourraient déclencher une guerre à leur sujet. Où sont ces îles et comment s'appellent-elles? Eh bien, le nom lui-même est déjà un indicateur de ce conflit. Le Japon les appelle les îles Senkaku, tandis que la Chine les appelle les îles Diaoyu. Même Taïwan a un nom différent pour elles, Diaoyutai. Ces îles sont situées en mer de Chine orientale, dans une position stratégique entre la Chine continentale, le Japon et Taïwan. La chaîne d'îles elle-même est composée de 5 îles inhabitées, ainsi que de 3 formations rocheuses stériles. Leur taille varie de 0,002 km² à 3,81 km². Pourquoi ces petits rochers inhabités suscitent-ils tant de discorde? Pour comprendre, plongeons dans l'histoire de ce différend. Nous verrons ensuite l'impact sur les relations actuelles entre la Chine et le Japon, ainsi que les possibles implications géopolitiques en cas de conflit. Commençons par l'histoire, débutons avec la restauration de Meiji. Vous voyez, ce chapitre de l'histoire japonaise a vu le retour du pouvoir impérial au Japon, ainsi que le renversement des shogunats et du régime basé sur les samouraïs en 1868. En 1879, le gouvernement japonais restauré a annexé le royaume de Ryukyu, existant depuis longtemps. Ce royaume occupait les îles Ryukyu, une vaste chaîne au sud du Japon, proche des îles aujourd'hui disputées appelées Senkaku en japonais. Les îles Ryukyu marquaient également la frontière avec l'Empire Qing en Chine. Dès l'annexion du royaume de Ryukyu par le Japon, les îles Senkaku sont devenues la frontière officielle entre la Chine et le Japon, en mer de Chine orientale. Le royaume de Ryukyu a été renommé préfecture d'Okinawa de l'Empire japonais. En 1885, le gouverneur de la préfecture d'Okinawa a demandé au gouvernement impérial de Meiji d'ajouter officiellement les îles Senkaku à Okinawa. Cependant, le gouvernement a refusé parce que les îles se trouvaient juste à la frontière avec la Chine et avaient déjà reçu des noms chinois par la dynastie Qing, Diaoyu ou Diaoyaotai. Cette première période fut paisible et les îles restèrent cette frontière pour le moment. Cela allait changer en 1894 avec la première guerre sino-japonaise. En janvier 1895, le Japon annexa les îles pour qu'elles soient administrées par Okinawa. Le Japon justifia cet acte en s'appuyant sur des relevés menés depuis 1884, montrant que les îles étaient inhabitées et donc considérées comme terra nullius, c'est-à-dire sans maître. La Chine perdit finalement la première guerre sino-japonaise. Et en 1895, le traité de Shimonoseki fut signé. Ce traité força la Chine à céder Taïwan et ses îles associées au Japon. Cependant, l'élément clé ici est que le traité ne précisait pas quelles îles faisaient partie de ce groupe. Cela deviendra plus tard un point de discorde pour la revendication de la Chine et de Taïwan, que nous aborderons plus tard. Le Japon a contrôlé les îles jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945. Après la défaite du Japon et de l'Axe pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont pris le contrôle des îles. En 1952, le Japon a renoncé à sa souveraineté sur Taïwan et sur ces mêmes îles associées, qu'il avait acquises en 1895. Ce n'est qu'à la fin des années 1960 que les îles regagnèrent de l'importance. En 1969, la Commission économique de l'ONU pour l'Asie et l'Extrême-Orient a identifié des réserves potentielles de pétrole et de gaz aux îles Senkaku. En raison de cela, le Japon, désormais allié de l'Occident, a demandé à récupérer le contrôle de ces îles auprès du gouvernement américain. Ainsi, en 1971, le traité de rétrocession d'Okinawa a été adopté par le Sénat américain, et en 1972, les États-Unis ont rendu les îles au Japon. Le Japon les a réintégrées en tant que partie d'Okinawa. Il faut noter qu'avant les années 1970, la Chine et Taïwan n'avaient pas officiellement revendiqué ces îles, les appelant même par leur nom japonais dans les journaux et documents officiels après 1945. Cependant, la Chine a commencé à revendiquer ces îles en 1971. Mais pourquoi avoir attendu jusque-là? Probablement à cause de ces réserves potentielles de pétrole que l'ONU a identifiées en 1968. Cependant, il existe un autre récit historique que la Chine a utilisé pour appuyer sa revendication. Selon la Chine, ce différend résulte de l'héritage impérial japonais. Après la défaite du Japon pendant la Seconde Guerre mondiale, la Chine dit ne pas avoir pu sécuriser les îles à cause de la guerre civile chinoise. La fin de cette guerre a vu le Kuomintang démocratique être expulsé à Taïwan en 1949 par le Parti communiste chinois.
Ainsi, en 1972, non seulement le Parti communiste chinois, mais aussi la République démocratique de Chine, Taïwan, revendiquaient la souveraineté sur les îles. Ils défendent leur position avec plusieurs arguments clés. Examinons les revendications historiques de la Chine sur ces îles. Selon le récit, la Chine a découvert ces îles dès 1372. Il existe une première mention des îles, appelée Diaoyutai, datant de 1403. Elle vient d'un livre chinois, Voyage avec le grand vent, où des voyageurs ont repéré ces îles durant un trajet du Fujian au royaume des Ryukyu. En 1534, la dynastie Ming a consigné tous les noms des îles dans le registre de la visite de l'envoyé impérial à Ryukyu. Elles servaient de frontière maritime contre les pirates japonais. Revenons aux conséquences de la première guerre sino-japonaise. La dynastie Qing vaincue de Chine a signé le traité de Shimonoseki en 1895. Comme nous l'avons mentionné précédemment, le traité ne précisait pas quelles îles, en plus de Taïwan, seraient cédées au Japon. La Chine et Taïwan ont exploité cette incertitude et le refus du Japon avant 1894 de revendiquer les îles comme autre argument. Ils ont affirmé que le Japon les avait prises à la suite de la guerre. En gros, ils disent que le Japon a profité de l'ambiguïté du traité de Shimonoseki pour s'emparer des îles. La Chine et Taïwan ont également affirmé que certains mouvements commerciaux, comme en 1896 et l'achat de 1930 par la famille Koka, n'étaient que des arrangements internes japonais. Ils affirment que ces démarches n'affectaient pas le statut juridique des îles. En 2012, la Chine a proposé à Taïwan de coopérer pour régler le différend avec le Japon. Taïwan a toutefois refusé, compliquant la situation. La Chine et Taïwan ont déjà leurs propres différends sur la souveraineté de l'île de Taïwan elle-même. Un universitaire chinois affirme que le royaume de Ryukyu était aussi indépendant du Japon impérial. Examinons à présent la revendication japonaise sur ces îles. Elle est fondée sur des faits historiques et des revendications en droit international. La position officielle du gouvernement japonais est que les îles Senkaku sont sous le contrôle légitime du Japon. Le Japon affirme que les îles étaient inhabitées et qu'aucune preuve de contrôle chinois n'existait avant 1895. Des chercheurs japonais contestent que la dynastie Ming ait contrôlé les îles, contrairement à l'affirmation chinoise. Ils citent un document de 1617 prouvant que la Chine ne contrôlait pas les îles, même si elle leur avait donné un nom. Un autre document de la dynastie Ming limite son territoire aux îles Dongyin et Liangqiong. Ces deux îles sont situées à environ 40 km au large de la côte est de la Chine continentale. Les îles Senkaku sont beaucoup plus éloignées, à environ 330 km au large de la côte chinoise. Selon cette logique, les îles étaient hors de l'influence de la dynastie Ming. Pour ses démarches commerciales, un habitant d'Okinawa a obtenu un bail en 1896 pour des activités économiques. Il a fait venir plus de 200 travailleurs, et ils ont lancé plusieurs entreprises. Par exemple, la pêche, l'élevage de bétail et la construction de quais. L'essentiel est que le gouvernement Meiji ait donné une autorisation légale d'utiliser les îles, prouvant ainsi le contrôle effectif du Japon. Le Japon soutient aussi que la Chine et Taïwan n'ont revendiqué les îles qu'à partir de 1972. Cela est survenu après que l'ONU ait découvert d'éventuelles réserves de pétrole et de gaz près des fonds marins autour des îles. Essentiellement, depuis 1972, le Japon exerce un contrôle administratif direct sur les îles. Ils ont organisé des patrouilles et des forces de l'ordre autour des îles pour les protéger de la pêche illégale. Sur l'île de Kubu, qui est une propriété privée, le gouvernement a imposé des taxes à ses propriétaires. Le gouvernement administre aussi certaines îles comme terre d'État, notamment Taisho et Otosari, où des recherches publiques sont menées. En ratifiant la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer en 1996, le Japon a créé une zone économique exclusive autour des îles. De plus, en 2005, le gouvernement japonais a réaffirmé sa souveraineté territoriale sur ces îles. Enfin, en 2012, Tokyo a nationalisé les îles. Avec toute cette histoire, que disent les États-Unis à ce sujet ? Après avoir rendu les îles au Japon, les États-Unis reconnaissent le contrôle administratif exercé par le Japon, mais évitent de se prononcer sur leur souveraineté. Les États-Unis se sont souvent opposés aux revendications territoriales chinoises sur ces îles. Vous voyez, le traité de sécurité nippo-américain de 1960 inclut les îles comme faisant partie du territoire du Japon couvert par l'article 5. Alors, où en sommes-nous maintenant ? En 2026, le différend reste non résolu, et les tensions ont considérablement augmenté ces dernières années. Par exemple, en 2025, les gardes-côtes chinois ont patrouillé autour des îles presque tous les jours, soit 357 jours cette année-là. Ces bateaux des gardes-côtes se sont approchés à 12 milles nautiques des eaux territoriales de l'île.
Ceci marque la frontière de la zone économique exclusive du Japon. C'était un effort non seulement pour affirmer la domination sur les îles, mais aussi pour dissuader Taïwan de prendre d'autres mesures en faveur de l'indépendance. L'élément clé ici, c'est la proximité des îles avec Taïwan. Ceci est important à cause des tensions actuelles entre Pékin et Tokyo. La première ministre japonaise Sanae Takaichi a dit que le Japon pourrait intervenir en cas d'attaque chinoise contre Taïwan. En 5 ans, la Chine a mené environ 100 patrouilles annuelles autour des îles. Pékin a également déployé plus de 500 000 navires et 6 000 avions autour des îles. Ces navires de patrouille sont également énormes. De 2019 à 2025, la taille des bateaux a doublé. En 2025-22, des navires chinois observés pesaient plus de 3000 tonnes. 8 d'entre eux dépassaient 5000 tonnes et 2 pesaient au plus de 10 000 tonnes. Ils sont également très bien armés, certains étant équipés de canons navals de 76 mm. Cela montre une hausse de l'activité de la garde côtière chinoise et de la marine en mer de Chine orientale. Selon Reuters, cela s'inscrit dans la stratégie de Pékin pour dominer la région. L'intensification des patrouilles chinoises inquiète car elles violent le droit international. Vous voyez, seul un pays revendicateur peut mener des activités de police dans sa zie. Plusieurs confrontations ont eu lieu autour des îles ces 15 dernières années. En 2010, un bateau de pêche chinois est entré en collision avec des navires japonais près des îles. Les gardes-côtes japonais ont arrêté le capitaine du bateau, déclenchant une crise diplomatique. En 2012, le gouvernement japonais a ensuite acheté certaines îles. Auparavant, celles-ci appartenaient à des citoyens japonais. En réponse, la Chine a envoyé des navires de patrouille. Plus récemment, en décembre 2025, la Chine et le Japon ont affirmé avoir expulsé les navires de l'autre des eaux avoisinantes. La Chine affirme avoir expulsé un navire de pêche japonais illégal. Le Japon affirme avoir intercepté et expulsé 2 navires des gardes-côtes chinois s'approchant du bateau de pêche. En décembre 2025, la première ministre Takaichi a aussi fait un nouveau coup d'éclat, en annonçant que le Japon déploierait cette année des patrouilleurs plus grands autour des îles. Le Japon élabore aussi des stratégies de défense avec des alliés clés de l'Indo-Pacifique, dont les États-Unis, la Corée du Sud, l'Australie et l'Inde. La Chine a mal réagi aux propos de la première ministre japonaise sur Taïwan, et à la hausse du budget défense, lançant une campagne les assimilant au militarisme japonais de la Seconde Guerre mondiale. Une erreur pourrait provoquer un conflit entre ces deux puissances asiatiques. La Chine prend aussi des mesures pour décourager le tourisme au Japon. Pékin prévoit également d'augmenter encore ses patrouilles dans la région d'Okinawa et autour, ce qui inclut ces îles. La tension autour des îles Senkaku ou Diaoyu est élevée. Une autre petite île, Yonaguni, isolée, située à l'extrême ouest du Japon, se retrouve aussi prise au milieu de la querelle entre la Chine et le Japon. Elle est extrêmement proche de Taïwan, à environ 70 miles de sa côte est. Cela la met au cœur du conflit entre la Chine et le Japon. Les îles Senkaku sont aussi proches, à environ 80 milles nautiques au nord-nord-ouest de Yonaguni. Le Japon a récemment fortifié l'île, en faisant un avant-poste militaire. Le gouvernement japonais a envoyé des troupes, installé des tours radars et des dépôts de munitions sur Yonaguni. Des forces américaines présentes sur l'île, avec les Japonais, pourraient empêcher les navires de guerre chinois d'accéder au Pacifique. La Chine a récemment mené des exercices militaires à munitions réelles autour de Taïwan. Les forces armées chinoises et l'armée de l'air ont montré leur force lors de nombreuses activités près de Yonaguni. Cette île, ainsi que les îles Senkaku, rappellent à quel point la sécurité du Japon est étroitement liée à celle de Taïwan. Le Japon réagit rapidement à cette menace perçue. Il prévoit d'augmenter ses dépenses militaires de 2% du PIB d'ici ce printemps. C'est 2 ans plus tôt que prévu. À Yonaguni, le Japon va installer des missiles anti-aériens de moyenne portée pour dissuader d'éventuelles attaques chinoises. Cela fait partie des efforts plus larges du Japon pour renforcer ses îles d'Okinawa, afin de contrebalancer la Chine. Cet effort est connu sous le nom de force d'autodéfense. La question est, ces îles incluraient-elles les Senkaku ? La Chine a qualifié ces plans d'extrêmement dangereux et accusé le Japon de provoquer une confrontation militaire. Malgré cela, le Japon reste déterminé à armer ses îles frontalières. Parmi les autres préparatifs figurent des abris souterrains, prévus à travers les îles d'Okinawa. Ceux-ci pourraient potentiellement accueillir plus de 200 personnes. Les autorités japonaises organisent des exercices d'évacuation et préparent les habitants à recevoir des réfugiés taïwanais. Cependant, les habitants de Yonaguni sont peu satisfaits de la militarisation de l'île. Que cela soit vrai ou non reste à voir. Tout cela montre à quel point même les plus petites îles peuvent avoir d'énormes implications géopolitiques. La sécurité du Japon dépend de la survie de ces îles. Si le Japon décidait d'armer les îles Senkaku inhabitées, cela pourrait nuire gravement aux efforts diplomatiques pour résoudre leurs différends de souveraineté.
Un faux pas à Yonaguni pourrait aussi provoquer une guerre sino-japonaise. Ces îles représentent un équilibre géopolitique fragile en Asie-Pacifique. La paix et la stabilité dans cette région sont essentielles pour éviter un scénario catastrophique.